La guerre est horrible. Elle est indifférente, est dévastatrice et malfaisante. Tout ce qui est dans votre champ de conscience est votre responsabilité. À ce moment-là, les émotions qui vont naître, c'est plus le courage, et aussi la confiance. Cet échange de tirs, tragiquement, était entre nous et nous. Dans cet épisode, vous allez découvrir, ou plutôt redécouvrir, l'ancien Navy SEAL Jocko Willink, qui a servi en Irak et en Afghanistan. Et du coup, dans cet épisode, il va vous parler d'une mission qui ne s'est pas passée comme prévu. C'est parti. La guerre est un cauchemar. La guerre est horrible. Elle est indifférente, est dévastatrice et malfaisante. La guerre, c'est l'enfer. Mais la guerre est aussi un incroyable enseignant. Un enseignant brutal. Elle vous enseigne des leçons que vous n'oublierez pas. En guerre, vous êtes forcé de voir l'humanité absolument au plus bas. Et vous êtes aussi béni de voir l'humanité dans ses moments les plus glorieux. Et pour moi, l'une des leçons les plus impactantes que j'ai appris de la guerre était au printemps 2006, dans la ville de Ramadi, en Irak, qui à l'époque était l'épicentre de l'insurgence, où des terroristes brutaux et déterminés dominaient les rues avec la torture et le viol et les meurtres. Et c'était dans un quartier de cette ville, pendant une opération dont j'étais responsable, quand tous les enfers se sont libérés. Nous avions plusieurs unités sur le champ de bataille combattant l'ennemi. Nous avions des soldats irakiens alliés. Nous avions des soldats de l'armée américaine et des Marines, ainsi que des petits éléments de mon équipe de Navy SEAL. Et ensuite, le brouillard de la guerre est arrivé. Avec sa confusion, et son chaos, et son désordre. Et avec ses coups de feu, et ses attaques ennemies, et les hommes hurlant, et le sang et la mort. Et dans ce brouillard de la guerre, à travers une série de fautes et d'erreurs humaines et de mauvais jugements, et la loi de Murphy est juste de la simple malchance, un terrible échange de tirs a éclaté. Mais cet échange de tirs, il n'était pas entre nous et les ennemis. Cet échange de tirs, tragiquement, était entre nous et nous. Des forces alliées contre des forces alliées. Un fratricide. Le péché mortel du combat. Et la partie la plus horrible de la guerre. Et quand ça a été fini, et que le brouillard de la guerre s'est levé, un soldat irakien allié était mort. 2 de plus étaient blessés. Un de mes hommes était blessé et le reste de mes cils était très secoué. Et c'était seulement par un miracle que personne d'autre n'a été tué. Et ça a été rapporté en haut de la chaîne de commandement, ce qui s'était passé. Que l'on s'était battu, et blessé, et tué mutuellement. Et quand on est rentré à la base, les choses ne se sont pas vraiment améliorées. Il y avait un message qui m'attendait de mon commandant.
Et il disait « Coupez toutes les opérations !» Il disait que le commandant, le capitaine et l'officier enquêteur étaient en route vers ma position. Et ils m'ont dit de préparer un débriefing pour expliquer exactement ce qui s'était passé dans l'opération et qu'est-ce qui avait mal tourné. Maintenant, je savais ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que quelqu'un devait payer. Ça voulait dire que quelqu'un devait être tenu responsable. Ça voulait dire que quelqu'un devait se faire renvoyer pour ce qui s'était passé. Donc, j'ai commencé à préparer mon débriefing. Et dedans, j'ai détaillé chaque erreur qui avait été faite et qui l'avait faite. Et j'ai indiqué chaque échec dans l'organisation et la préparation et l'exécution de l'opération. Et j'ai indiqué qui était responsable de cet échec. Il y avait bien assez de blâme à faire tout autour. Il y avait tellement de personnes que je pouvais incriminer pour leur culpabilité. Mais quelque chose n'allait pas. Pour une raison inconnue, je ne pouvais juste pas mettre le doigt sur qui était en faute et qui spécifiquement je devrais accuser pour ce qui s'était passé. Et je me suis assis. Et j'ai passé ça en revue encore et encore. Et j'ai lutté pour une réponse. Et ensuite, quand j'étais à peu près à 10 minutes de commencer le débriefing, cette réponse est venue. Et elle m'a frappé comme une claque au visage. Et j'ai réalisé qu'il y avait seulement une personne à blâmer pour la confusion. Seulement une personne à blâmer pour les hommes blessés. Et seulement une personne à blâmer pour le soldat irakien mort. Et je savais exactement qui était cette personne. Et avec cette information, je suis entré dans la salle de débriefing avec mon commandant et le capitaine et l'officier enquêteur qui était assis là en train de m'attendre, ainsi que le reste de mes hommes, y compris mon cil qui avait été blessé, qui était assis au fond de la salle, avec sa tête et son visage bandé. Et je me suis levé devant eux, et je leur ai posé une seule et simple question. C'était la faute à qui? L'un de mes cils a levé la main, et il a dit c'était ma faute. Je n'ai pas gardé le contrôle des soldats irakiens avec lesquels j'étais. Et ils ont quitté leur secteur désigné. Et j'étais la racine de tous ces problèmes. Et j'ai dit non, ce n'était pas de ta faute. Et ensuite un autre cil lève la main et dit c'était ma faute. Je n'ai pas fait passer notre position à la radio assez vite. Donc personne ne savait dans quel bâtiment nous étions. Et c'est ça qui a causé toute cette confusion. C'était ma faute. Et j'ai dit non, ce n'était pas ta faute non plus. Et puis un autre cil a levé la main. Et il a dit « Chef, c'était ma faute. Je n'ai pas correctement identifié ma cible. Et j'ai tiré et tué ce soldat irakien allié. C'était ma faute. » Et j'ai dit non, ce n'était pas de ta faute non plus. Et ce n'était pas la tienne, ou la tienne, ou la tienne. J'ai dit en montrant les autres cils dans la pièce. Et ensuite, je leur ai dit qu'il y avait seulement une personne en faute pour ce qui s'était passé. Il y avait seulement une personne à blâmer. Et cette personne, c'était moi. Je suis le commandant. Je suis le supérieur sur le champ de bataille. Et je suis le responsable de tout ce qui arrive. Tout. Et je vais vous dire un truc. Ça m'a blessé. Ça a blessé mon ego. Ça a blessé ma fierté de prendre le blâme. Mais je savais aussi. Je savais que pour maintenir mon intégrité en tant que leader et en tant qu'homme, je devais prendre la responsabilité. Et pour faire ça, je devais contrôler mon ego pour que mon ego ne me contrôle pas.
Et vous savez quoi? Je ne me suis pas fait renvoyer. En réalité, mon commandant, qui s'attendait à des excuses et des désignations de coupables, quand j'ai pris la responsabilité, quand j'ai pris la possession, il me faisait toujours confiance, mais encore plus. Je vais vous donner une stratégie pour ne plus jamais vous faire prendre de haut lorsque vous faites une erreur, vous arrivez en retard ou vous avez oublié de faire quelque chose. Des choses de ce domaine-là, ou que vous faites quelque chose vraiment que vous ne devriez pas faire. C'est très simple. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'avais un supérieur qui pouvait s'énerver facilement. Et moi, justement, je faisais des erreurs. J'arrivais en retard et j'oubliais quelques trucs, par-ci, par-là. Comme tout le monde, n'est-ce pas? Et du coup, lorsque ça arrivait, je savais qu'il allait s'énerver. Et je ne supporte pas l'autorité. Mais genre, pas du tout. C'est même un problème. Et du coup, comment est-ce que j'ai géré ça? C'est très simple. Lorsque je faisais une erreur, j'allais dans son bureau et je disais des trucs du genre « J'ai fait une erreur, mais franchement, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. J'ai pas réfléchi, mais je réfléchis ou quoi ?» En fait, je prenais le rôle qu'il allait prendre. Et qu'est-ce qui se passait? À tous les coups, mais genre 10 fois sur 10, ce qui va se passer, c'est que la personne va se dire « Oh, ok. » Elle va être assez contente en fait que vous réalisiez vos erreurs, comme elle souhaiterait que vous le réalisiez. Et ce qui arrive encore presque à chaque fois aussi, ce qui se passe en fait, c'est qu'elle ne dit pas juste « Ouais, ok, c'est bien ». Elle va dire aussi « Mais Sonny, mais t'inquiète, c'est pas grave. Il faut pas que tu te stresses autant pour ça. » Et du coup, ça marche presque à chaque fois. Et ce que je vous conseille, du coup, c'est vraiment d'aller assumer vos erreurs, mais en plus amplifier votre réalisation de à quel point c'était grave. Et si vous avez trop utilisé cette technique sur la même personne, ce que je peux vous donner comme bonus joker final pour vous sauver un peu de ces autorités mal placées, ça sera qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que ça n'arrive plus. Quoi que ce soit que vous aviez fait, qui n'a pas plu à votre supérieur, à vos parents, etc. Et après, quand vous avez joué cette carte, il vous reste plus grand-chose. À part vous en battre les couilles. Et mes hommes, ils n'ont pas perdu le respect qu'ils avaient pour moi. À la place, ils ont réalisé que je n'esquiverai jamais la responsabilité et que je ne passerai jamais ce lourd fardeau de commandement en bas de la chaîne et sur eux. Et vous savez quoi? Ils avaient la même attitude. À l'inverse d'une équipe où personne ne prend possession des problèmes. Et de ce fait, les problèmes ne sont jamais résolus. Avec nous, tout le monde prenait possession de ses erreurs. Tout le monde prenait possession des problèmes. Et quand une équipe prend possession de ses problèmes, les problèmes se résolvent. Et ça, c'est vrai sur le champ de bataille, c'est vrai dans les affaires et c'est vrai dans la vie. Donc je dis, prenez possession, prenez l'extrême possession. Ne trouvez pas d'excuses, ne blâmez pas n'importe quelle autre personne ou n'importe quelle autre chose. Contrôlez votre ego. Ne cachez pas votre fierté délicate de la vérité. Prenez possession de tout dans votre monde, le bon et le mauvais. Prenez possession de vos erreurs, prenez possession de vos lacunes, prenez possession de vos problèmes. Et ensuite, prenez possession des solutions qui vont résoudre ces problèmes. Prenez possession de votre mission. Prenez possession de votre travail, de votre équipe, de votre futur. Et prenez possession de votre vie. Quelle est la différence entre ce qui est de votre faute et ce qui est de votre responsabilité? Ce qui est de votre faute va générer des émotions comme la culpabilité et la honte. Et ces émotions sont vraiment en bas de l'échelle pour un être humain en termes d'énergie. Les gens qui dépriment et qui n'en peuvent plus se sentent souvent coupables de quelque chose et honteux par rapport à eux-mêmes ou une situation. Par contre, si vous êtes responsable, du coup, vous savez que tout ce qui est dans votre champ de conscience est votre responsabilité. À ce moment-là, les émotions qui vont naître, c'est plus le courage et aussi la confiance. Et une forme de sérénité, entre guillemets,
par rapport au savoir que s'il se passe quelque chose, vous pouvez compter sur vous. Parce que vous êtes responsable de tout ce qui pourrait arriver, même de ce qui n'est pas de votre faute. Par exemple, il pleut. C'est pas de votre faute. Vous êtes mouillé, c'est de votre faute. Parce que c'était votre responsabilité d'anticiper, de regarder la météo et de prendre un parapluie. Il n'y a pas de problème avec la pluie et il n'y a pas de problème avec l'idée de faire des erreurs. Par contre, il y a un problème lorsque vous ne souhaitez pas être responsable de tout ce qui vous entoure. Mais encore une fois, bien sûr, vous faites exactement ce que vous voulez. Comme promis, je vais vous montrer rapidement mes statistiques audibles, mais avant ça, je vous recommande le livre L'Art de la guerre par Sun Tzu, en livre audio sur audible.fr, qui est notre partenaire officiel. Quand nous agissons, nous devons donner l'illusion d'être inactifs. Quand nous sommes prêts, nous devons faire croire à l'ennemi que nous sommes très loin. Quand nous sommes loin, nous devons lui faire croire que nous sommes prêts. Et écrasez-le. Il est temps que je vous présente mes statistiques. C'est pas très intéressant en vrai, mais on va le faire rapidement. Donc aujourd'hui, je n'ai rien écouté. On s'est levé, on est venu ici pour faire cette vidéo. Au total, j'ai écouté 1 mois, 2 jours, 22 heures et 41 minutes. Sur l'onglet suivant, on a les badges. Et du coup, si vous cliquez sur le badge, il vous donne un indice de comment l'obtenir. Là, il m'en manque les 3 du bas, comme vous pouvez le voir. Là, sur l'onglet suivant, c'est les niveaux atteints. Et bien évidemment, je suis un master, un maître. Et sur l'onglet final, il y a le nombre de livres que vous avez achetés. Et j'en suis bientôt à 200. Et j'ai commencé à écouter des livres audio en 2014, mi-2014. Du coup, vous avez la preuve que je ne suis pas un escroc qui essaierait de vous vendre des livres audio auxquels moi-même je ne m'intéresse pas. Au contraire, pour moi, c'est vraiment un honneur, et Ludo aussi, c'est vraiment un honneur pour nous d'être en partenariat avec Audible et surtout de pouvoir vous proposer du contenu éducatif en dehors de la chaîne YouTube. Je sais vraiment que, en tout cas moi personnellement, ça m'a aidé à être qui je suis, à un degré assez incroyable, d'écouter autant de livres audio et de suivre des formations, etc. Et du coup, de rien, et surtout merci à vous tous d'être présents au quotidien au rendez-vous. Et je vous dis, comme d'habitude, au prochain épisode. Croyez en vous-même, étudiez les meilleurs et devenez meilleurs. Et soyez un scientifique. Disséquez. Disséquez.